ce soir, donc, nous recevons Joël de René. Joël de René est né en 1937. Il est docteur en sciences. Actuellement, il est directeur de la prospective et de l'évaluation de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Parmi les éléments de son parcours, entre 1975 et 1984, il a été directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur, puis il est un ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Parmi ses spécialités, il s'intéresse tout particulièrement aux technologies avancées et aux applications de la théorie des systèmes. Parmi les nombreux prix qu'il a reçus, j'en mentionnerai un, le plus important sans doute, oui, qui est celui qu'il a reçu en 1990, qui est le prix de l'information scientifique de l'Académie des sciences. Et parmi les publications, ne pouvant toutes les citer, je vous renverrai au site dont M. de René va donner dans quelques instants l'URL, mais j'en citerai un certain nombre. Tout d'abord, le premier qu'il a fait connaître, qui est publié aux éditions du Seuil en 1965, qui s'appelle « Les origines de la vie ». Puis en 1975, le Macroscope, c'est un ouvrage qui a reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques et qui est publié au Seuil également. En 1995, toujours publié au Seuil, un ouvrage qui nous intéresse tout particulièrement pour la conférence de ce soir, puisque c'est L'homme symbiotique, regard sur le troisième millénaire. Et enfin, son dernier ouvrage qu'il a publié avec Yves Coppens, Hubert Reeves et Dominique Simonet au Seuil en 1996, La plus belle histoire du monde. Joël de René, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi un débat pourra suivre avec le public. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Les matériaux intelligents. Un titre mystérieux pour sans doute beaucoup d'entre vous, un titre avec un zeste de science-fiction, mais vous le savez, la matière ne veut pas être intelligente en elle-même, et les matériaux ne peuvent pas être intelligents. Si on les appelle comme ça, c'est parce que l'homme a réussi à mettre certains matériaux, dont je vais évidemment parler en détail, dans des conditions qui leur permettent de réagir à certains signaux, d'agir sur leur environnement, de traiter des informations, ce qui paraît extraordinaire pour des matériaux, mais c'est le cas. Et donc, on les qualifie d'intelligents. Alors, je vous propose d'abord un petit retour arrière historique, rapide, avec des définitions, bien sûr. Je vais vous proposer des applications tout de suite des matériaux dits intelligents d'aujourd'hui. Il y en a dans l'industrie, dans la robotique, en médecine. Et puis alors, nous allons ensemble partir vers une exploration qui va nous conduire dans les structures de plus en plus complexes, j'espère pas compliquées, mais complexes en tout cas, de ces matériaux intelligents assemblés entre eux pour construire des organisations supramoléculaires, des usines miniatures, des nanolaboratoires, peut-être même des bioordinateurs, dans une progression qui nous conduira à des nouvelles applications des matériaux intelligents, à l'usage des modèles biologiques pour construire les matériaux du futur. Et enfin, nous terminerons sur la relation entre l'homme et son environnement, une sorte de symbiose qui est en train de se tisser entre ces matériaux intelligents, inspirés, comme nous allons le voir, du traitement informatique de l'information, de l'informatique et des modèles biologiques. Voilà un peu ce que je vous propose comme parcours. Alors venons-en tout de suite à ce petit aspect historique et de définition. Nos sociétés, nos civilisations se sont construites, vous le savez, nous l'avons tous vécu évidemment, sur des matériaux naturels. Le bois, la pierre, les tuiles, le chanvre, le lin, le cuir, la corne, sont des matériaux qui ont permis à l'homme de se vêtir, aux voiliers d'avancer et aux roues à aubes de tourner dans les torrents. Et puis nous avons connu, dans les années 40, 50, l'irruption des matières plastiques, des matériaux de synthèse, avec la bakélite, avec le nylon, et puis plus tard, les matériaux composites. Les matériaux composites étant des matériaux de synthèse, mais qui associent, en créant une sorte de synergie, les propriétés de deux composés. Par exemple, de la fibre de verre et des résines. Vous avez un matériau très résistant, mais que l'on peut mouler. Par exemple, vous associez différents éléments dans le polyuréthane, le kevlar. Tous ces mots étranges du monde d'aujourd'hui sont en fait des mots qui appartiennent au monde des composites, des matériaux de synthèse composites. Les avions, les automobiles, les planches de surf, les skis, les raquettes de tennis. Tout ceci résulte, les constructions, les bâtiments, de matériaux composites. Donc nous sommes passés de matériaux naturels à des matières plastiques qui ont irrigué le monde autour de nous, à des matériaux dits composites. Alors vous comprendrez aussi que ces matériaux traditionnels, de même que ces matériaux plastiques,
comportent leurs fonctions dans leur structure. Une chaise en bois, c'est une chaise, on s'assied dessus. Un combiné téléphonique, il est moulé, je le décroche, c'est un combiné téléphonique. Et donc on a, depuis toujours, considéré une distinction en ce que l'on a appelé les matériaux de structure et les matériaux de fonction. Les matériaux de structure, ils sont sélectionnés pour leurs propriétés mécaniques. Ce sont la pierre pour construire nos maisons, les tuiles, comme je le disais, c'est par exemple l'acier pour les épées, les armes, le bouclier. Ce sont des matériaux de structure. Et puis, on a découvert des fonctions de certains matériaux. Par exemple, le cuivre conduit l'électricité. Le verre laisse passer la lumière, les vitrages. Donc, d'autres ont été sélectionnés pour leurs fonctions. Mais il apparaissait, et les ingénieurs et les chercheurs travaillaient beaucoup dans ce domaine, qu'on pouvait aussi doter ces matériaux de fonctions en même temps que leur structure. Ou, je dirais peut-être, des fonctions liées à leur structure. C'est la naissance progressive de ces fameux matériaux intelligents qui sont en gros nés dans les années 80. Vous voyez, c'est assez récent, même si beaucoup de principes existaient avant, principalement aux États-Unis, des recherches dans l'aérospatiale pour essayer de fabriquer des carlingues d'avions permettant de diagnostiquer sur certaines fissures, certaines failles pourraient apparaître dans ces différents avions militaires, bien sûr des avions de combat. Donc voilà, progressivement, la nécessité d'intégrer dans ces matériaux des fonctions particulières liées à leur structure, liées à leurs caractéristiques propres. Des matériaux en quelque sorte réactifs, adaptatifs et évolutifs. Alors pour moi qui suis chimiste, c'est vraiment le moment de célébrer le grand retour de la chimie. Et je pense que ce retour spectaculaire de la chimie, avec le côté très spectaculaire des matériaux intelligents, va nous conduire à une révolution du début du XXIe siècle. On a beaucoup parlé de révolution ici à l'UTLS dans différents domaines. Une révolution, à mes yeux, qui est presque aussi importante, sinon aussi importante que celle dont on nous parle toujours, de la révolution de l'information avec les réseaux et l'Internet, ou la révolution des biotechnologies avec le clonage, les OGM. Bien sûr, tout ceci est fondamental pour les années à venir, les infotechnologies comme les biotechnologies, mais beaucoup plus inaperçu, beaucoup moins aperçu, moins spectaculaire, c'est la révolution des matériaux, et la chimie revient en force au début de ce XXIe siècle. C'est une discipline souvent mal connue, souvent mal aimée, les pollutions de la chimie, les produits toxiques, et je voudrais essayer de montrer tout au long de cette conférence que cette nouvelle chimie en train de naître, de la construction atome par atome, molécule par molécule, grâce notamment aux nanotechnologies, est absolument fascinante pour l'avenir. Je voudrais dire aussi que ces matériaux intelligents célèbrent l'irruption et le rôle grandissant des modèles biologiques dans la conception de produits nouveaux. Copier les systèmes vivants, copier des machines moléculaires, des micro-machines cellulaires, des membranes actives ou des membranes sélectives, permettent d'explorer de nombreuses voies nouvelles dans l'usage des matériaux et leurs applications dans le domaine de la médecine, bien sûr, de l'informatique, mais aussi dans des secteurs extrêmement divers comme la robotique ou l'aérospatiale. Donc, gardez présent à l'esprit, après ce cours historique, que les matériaux intelligents sont de plus en plus employés dans des secteurs extrêmement divers, allant du bâtiment aux équipements sportifs, en passant par la biomédecine, la robotique ou le secteur militaire. Alors, de quoi s'agit-il? Définition. Qu'est-ce qu'un matériau intelligent? Retenons qu'un matériau intelligent, disons qu'il est sensible, adaptatif et évolutif. Il va être capable de se comporter comme un capteur, un actionneur et un processeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un capteur, ce matériau va être capable de détecter des signaux venant de l'extérieur, comme un actionneur, parce qu'il va être capable de traduire ce signal par une action physique sur son environnement, ou chimique, libérer quelque chose, se contracter, se modifier. Et comme un processeur, parce qu'à la manière d'une sorte d'ordinateur rudimentaire, il va être capable de traiter des signaux, de les mémoriser, de les comparer et de réagir. Donc vous voyez que ce système intelligent est plus qu'un matériau, ça devient un véritable système qui va modifier spontanément ses propriétés physiques, par exemple sa forme, sa conductivité électrique, sa couleur, sa viscoélasticité, en fonction d'excitations naturelles ou provoquées qui lui viennent de l'intérieur de lui-même ou de son environnement immédiat. Quelle excitation? Par exemple des changements mécaniques, des changements thermiques, donc de température, des changements dans des champs électriques ou dans des champs magnétiques. Et donc, ce matériau va adapter sa réponse
signaler une modification apparue dans son environnement et, dans certains cas, provoquer une correction. Vous comprenez tout de suite qu'il devient ainsi possible de détecter des faiblesses de structure dans le revêtement d'un avion, comme je l'ai dit, des fissures apparaissant dans un bâtiment, dans un barrage en béton, ou de réduire des vibrations, par exemple, pour des pales d'hélicoptères. Comment? Évidemment, nous allons le voir. Alors, quelles sont les différentes catégories de matériaux intelligents que vous me permettrez d'appeler, dans la première partie de cette conférence, des matériaux intelligents classiques? Ce n'est pas du tout péjoratif. Classiques parce qu'on les connaît déjà depuis pas mal de temps. Il y en a principalement 3 applications. Il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle les alliages à mémoire de forme, en abrégé les AMF, les matériaux piézoélectriques, les noms sont un peu compliqués, mais vous allez le comprendre tout de suite de quoi il s'agit, et les matériaux électrostrictifs et magnétostrictifs. Les alliages à mémoire de forme sont peut-être les plus connus et assez spectaculaires. Lorsqu'ils sont déformés à froid, ils vont retrouver leur forme de départ au-delà d'une certaine température, par suite de ce que l'on appelle en chimie un changement de phase. Ce principe physique repose sur la transformation réversible de leur structure cristalline en fonction de la température. Ces alliages sont le plus souvent fabriqués à partir de nickel ou de titane, on l'appelle le nitinol, c'est un des plus connus, mais aussi on peut leur ajouter les pigmentés, les épicés, si j'ose dire, d'éléments d'addition comme du cuivre, du fer, du chrome, de l'aluminium. Depuis la fin des années 60, l'industrie de l'armement et l'électronique utilisent ces alliages dans des conduits hydrauliques, dans des conducteurs électriques. Pour le grand public, il existe déjà des thermostats, des carburateurs, des jouets, des sculptures même, des sculptures artistiques utilisant les propriétés des mémoires de forme. On les chauffe, elles changent de forme. Et je voudrais vous donner quelques exemples précis. Je vais vous en donner un que je trouve tout à fait passionnant sur le plan biologique. C'est un filtre à mémoire de forme qui peut piéger les caillots sanguins. Vous savez, le danger que représentent des caillots sanguins qui circulent dans les vaisseaux, dans les veines, ils peuvent aller dans le cerveau, créer des drames, ils peuvent aller dans le cœur, et donc il faut les piéger. Pour ça, on peut faire des opérations chirurgicales complexes et mettre en place des filtres, mais c'est lourd, ce sont des opérations lourdes. On peut aussi utiliser des anticoagulants, mais ces anticoagulants peuvent avoir des effets secondaires. Donc, on va utiliser une sorte de filtre à mémoire de forme qui, à froid, est très mince, comme une sorte de parapluie, exactement un parapluie qui est refermé, qu'on peut mettre dans un cathéter. Et donc, ce filtre à mémoire de forme introduit dans un cathéter, il va arriver dans la veine. Par la température du corps, il va se déployer comme un parapluie et ainsi créer un petit filtre qui va piéger les caillots qui ensuite vont se dissoudre au bout de quelques semaines. Voilà un exemple d'application de matériaux à mémoire de forme. Les matériaux piézoélectriques, ce sont des matériaux tout à fait intéressants qui, en fonction d'une contrainte mécanique, par exemple une pression, vont produire un courant électrique. Réversiblement, placés dans un champ électrique, ils vont modifier leur structure mécanique. Ce sont des matériaux piézoélectriques. Le plus connu, probablement, d'entre vous, c'est la montre à quartz, le quartz de nos montres à quartz. Le quartz est un cristal qui, placé dans un champ électrique, avec la petite pile de votre montre, va subir un changement mécanique et vibrer. Et c'est cette vibration régulière du quartz qui va assurer les constantes de temps dont nous avons besoin dans nos montres. Alors on peut utiliser ces matériaux piézoélectriques autour d'un axe rotatif qu'on va habiller de matériaux piézoélectriques et il va réduire les vibrations. On peut s'en servir pour capter des ultrasons. On peut utiliser des polymères piézoélectriques dans de nombreuses applications médicales. Mais je trouve qu'il y en a 2 spectaculaires que j'aime beaucoup. Bon, beaucoup d'entre vous font du sport. Moi, je suis un sportif peut-être un peu trop acharné souvent aux yeux de ma famille. Mais disons que dans le sport moderne, on utilise des matériaux piézoélectriques. La raquette de tennis moderne, la plus moderne, sans faire de publicité, qui a été proposée par le constructeur Head, est une raquette beaucoup plus légère. Pourquoi ? Parce que quand la balle la frappe, elle se met à vibrer, donc il faut un bâti suffisamment fort. On truffe ce bâti d'éléments piézoélectriques qui font que la vibration va être réduite de 20% par un changement mécanique dû à l'électricité produite par la balle qui va frapper la raquette. De même, des skis de compétition modernes contiennent des éléments piézoélectriques qui vont réduire la vibration. Et ceux qui savent du ski savent qu'un ski qui vibre flotte et donc il tient moins la carre. Et vous savez que les compétitions d'aujourd'hui se déroulent sur des surfaces très dures. Une application très intéressante, me semble-t-il, des matériaux piézoélectriques, c'est le contrôle de santé des bâtiments. J'ai parlé des carlingues d'avion, mais imaginez des bâtiments en béton ou des bâtiments en ciment qui vont craquer, pour lesquels il y aura des impacts, des trous, des fissures. Imaginez un barrage soumis à des tremblements de terre ou soumis à des poids très très forts par une suite d'une augmentation d'eau.
La seule manière qu'on avait jusqu'à présent de vérifier que ce barrage ne risquait pas d'éclater ou de casser, c'était de mettre des sondes. Mais il faut les mettre où? En certains endroits. Est-ce que ce sont les meilleurs? Et ces sondes, quelquefois, c'est trop tard. Le barrage va craquer sans qu'on puisse le savoir. Donc il existe ce qu'on appelle le ciment intelligent. Et le ciment intelligent a été mis au point par plusieurs universités dans le monde. Il consiste à mélanger dans le ciment, au moment de sa fabrication, ce qu'on appelle des fibres de carbone, qui sont conductrices de l'électricité, qui vont dépasser de chaque côté du béton, et on peut ainsi mesurer la résistance du courant qui passe. Il suffit de mélanger 0,05% de fibres de carbone au ciment pour accroître de 10% ses capacités de conduction de l'électricité. Des fibres de 10 microns. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il y a une fracture, une fissure, un tout petit endroit, la fibre va craquer et donc la résistance va augmenter. Et en mesurant le courant électrique, on augmente la résistance, on fait sonner une alarme et ainsi on peut vérifier l'endroit où la fissure ou la cassure va se produire avant que le mur ou le pont ne menace de s'effondrer. Les matériaux magnétostrictifs et électrostrictifs, c'est un peu la même chose, mais ils vont répondre par des changements mécaniques à des champs magnétiques. Et ils trouvent de nombreuses applications, étant donné que la déformation va être proportionnelle au carré de la puissance des champs appliqués. On peut donc reconstituer des sortes de fibres musculaires qui vont se contracter dans certaines lésions médicales. On va pouvoir les utiliser dans des sollicitations extérieures d'ordre acoustique, vibratoire, mécanique, thermique. Ils ont beaucoup d'applications eux aussi. Mais il ne suffit pas de parler de ces trois formes de matériaux que j'ai qualifiés de classiques. Il y a aussi des matériaux que vous connaissez peut-être sans doute, en tout cas par le nom, peut-être pas les fluides électroréologiques. Les fluides électroréologiques, ce sont des fluides avec en suspension des particules polarisables, et lorsqu'on fait passer un courant électrique, ces particules vont toutes se coller entre elles et former un gel. Alors vous voyez, c'est très pratique, un liquide qui se transforme en gel. On peut fabriquer des vannes, on peut fabriquer des valves, on peut s'en servir dans le domaine biomédical, par exemple. Il existe aussi des polymères conducteurs et semi-conducteurs. J'en reparlerai tout à l'heure quand je parlerai de l'électronique moléculaire. Application très passionnante des matériaux intelligents. Et puis, alors beaucoup plus connu, les cristaux liquides et bien entendu les semi-conducteurs. Beaucoup de gens, bon je ne sais pas si on peut aller jusque-là, les considèrent aussi comme des matériaux intelligents. Alors, ces matériaux classiques sont en train d'évoluer et de conduire à de nombreuses applications dans l'industrie, dans l'habitat, dans les loisirs bien entendu, mais de nouvelles générations de matériaux sont en train d'émerger grâce aux progrès réalisés dans la chimie des polymères et grâce aux progrès réalisés dans une meilleure compréhension des structures biologiques. Alors je vous propose de regarder quelques applications de ces matériaux intelligents dans le bâtiment, dans ce que l'on appelle la maison intelligente et le bureau intelligent, dans les emballages ou dans des applications de biopolymères, et je vais vous donner 3 exemples tout à fait précis. D'abord, parlons de la maison dite intelligente. La maison classique, c'était un abri passif. La maison était passive. Il s'agissait de s'abriter de la pluie, de s'abriter du vent, du froid par des murs et un toit, avec un foyer au centre pour se réchauffer. Et puis la maison est devenue active, en quelque sorte. De ce squelette, elle s'est dotée de fonctions, permettez l'expression biologique, physiologiques. C'est l'eau, le gaz, l'électricité, à tous les étages, le tout à l'égout. C'est assez récent dans la vie de la maison, mais elle s'est dotée de tuyaux, comme notre corps. Il y a des veines, des artères. La maison a des fonctions physiologiques. Elle recrache ses déchets, elle produit de l'énergie où on en a besoin. Mais en plus, elle s'est dotée de muscles. Dans les années 50, les années 60, ce sont les robots ménagers, les machines à laver, les fours, les aspirateurs, les muscles de la maison. Et maintenant, elle devient interactive, de passive, active, musclée. La maison devient interactive parce qu'avec l'arrivée du téléphone, de la télévision, du Minitel, de l'Internet, des satellites, de la fibre optique, la maison devient interactive. Mais on va aller plus loin encore. Les cloisons, les murs seront faits en matériaux intelligents. Pour faire quoi? D'abord, on peut imaginer que des capteurs reliés à des systèmes électroniques, eux-mêmes reliés à des robots domestiques, vont changer notre façon de vivre dans les maisons. On peut imaginer, par exemple, qu'à la différence des matériaux passifs qui nous isolent du bruit, comme le liège, ou du froid, comme la laine de verre, les matériaux actifs et intelligents vont détecter la présence des personnes, adapter l'atmosphère d'une pièce, sa température, pourquoi pas son ambiance sonore, si on est dans une chambre d'hôtel ou dans un endroit. On va reconnaître les personnes. Ça s'appelle aussi la biométrie.
Ces cloisons intelligentes vont être capables de changer de couleur, s'opacifier. On a un bureau paysager où toutes les cloisons sont transparentes et puis tout d'un coup, parce qu'on a une réunion à un endroit, la cloison va s'opacifier. Ces matériaux intelligents dans les murs vont être capables de détecter l'humidité ou la sécheresse et donc de vaporiser comme un humidificateur ou au contraire de ventiler, d'absorber l'humidité, de détruire des odeurs, de tuer les bactéries, d'être capable d'éliminer les acariens dans des moquettes, dans des tentures qui peuvent donner des allergies, d'éliminer des vibrations, voire le bruit. C'est tout à fait passionnant. C'est une technologie qui s'appelle le bruit blanc. On produit un bruit inverse du bruit incident et les deux bruits s'annulent et on a du silence. De même que des vibrations. Vous savez, souvent, il y a des gaines de ventilation qui font du bruit dans les hôpitaux, des gaines d'air conditionné dans les hôtels. Eh bien, si vous avez des matériaux intelligents capables de détecter ces bruits et de produire des vibrations incidentes contraires de la vibration qui crée le gène, il n'y a plus de vibration. Donc, vous avez là des matériaux intelligents qui s'adaptent aux personnes qui vont vivre dans ces lieux et même des bureaux intelligents. J'en ai testé au MIT, c'est tout à fait impressionnant. Ce sont des tables translucides qui réagissent à la présence de la main. On peut faire apparaître ces documents PowerPoint, comme celle que je fais apparaître, dans l'ensemble de la table, les faire passer avec l'aide de la main d'un endroit à l'autre. Peut-être avez-vous vu cette émission à laquelle j'avais l'honneur de participer sur Arte, qui s'appelait Les Pionniers du Futur, où on voyait Tom Gershenfeld du MIT faire cela. Et puis alors on peut prendre son slide et le projeter sur les cloisons derrière soi, comme ça. Donc, des systèmes interactifs qui détectent la présence de la main et sa proximité, puisqu'on peut empiler des documents les uns sur les autres. Donc, je vous disais que des capteurs biométriques sont capables de détecter la présence des gens, de réagir à un environnement. Donc, vous imaginez comment la maison intelligente, le bureau intelligent vont être dotés de plus en plus de ces systèmes de symbiose, en quelque sorte, avec les êtres vivants, les êtres biologiques que nous sommes, qui vivent à l'intérieur. Mais ça ne suffit pas. Dans la cuisine, dans la salle de bain, les emballages de vos produits alimentaires, les emballages de vos médicaments deviennent aussi intelligents. Ils sont capables d'absorber l'oxygène, ils sont dotés de capteurs biochimiques qui vont déclencher un signal quand la pérennité du produit est dépassée. Dans le domaine de la pharmacie ou de la cosmétique, ces emballages sont capables de réagir au taux d'humidité en le maintenant de manière équilibrée. Ils vont changer de couleur pour protéger les vitamines de la lumière trop incidente et trop forte. Ils vont être capables de tuer les bactéries qui risquent de passer à travers, de détruire les microbes, et même plus étonnant, certains d'entre eux, notamment au gluten de blé, non seulement sont biodégradables, mais comestibles. Alors, on va manger nos emballages. Alors, une des percées, toujours dans ce secteur, que je trouve parmi les plus spectaculaires, évidemment, est liée au modèle biologique et aux biopolymères. Depuis longtemps, on connaît les biopolymères. C'est la soie, la cellulose, le collagène, l'élastine. On les connaît depuis très longtemps et on les a utilisés pour fabriquer des vêtements, des élastiques, des caoutchoucs et autre chose. Mais on s'est aperçu que des biopolymères de synthèse pouvaient être utilisés pour traiter, voire remplacer certains tissus, certains organes du corps. Par exemple, des capsules faites de biopolymères intelligents implantées dans l'organisme vont laisser passer des molécules qu'elles vont diffuser progressivement pour traiter en permanence certaines affections du corps. D'autres biopolymères vont servir de prothèses, de valves, de membranes sélectives. Des chercheurs utilisent même du collagène, de la cellulose, voire du corail pour servir de matrice, pour faire pousser des cellules naturelles dessus qui, en se divisant, vont reconstruire la partie manquante d'un organe. Je connais des cas où un nez ayant été, malheureusement, totalement supprimé par un accident d'automobile, les chercheurs ont reconstruit un échafaudage fait de ces matériaux, permettant aux cellules du tissu de la peau de repousser, de reconstituer la forme exacte du nez et de manger l'échafaudage qui est biodégradable et qui va donc disparaître. Des matériaux de soutien intelligents ont été fabriqués et ont des propriétés extrêmement intéressantes, c'est-à-dire des matériaux dans lesquels on va inscrire des signaux biologiques que les cellules vont reconnaître. À quoi ça peut servir? Eh bien, ça sert à faire en sorte que les cellules vont reconnaître des sites sur lesquels elles s'accrochent, des sites sur lesquels elles se déplacent. Ces signaux biologiques qu'on introduit dans ces surfaces de synthèse imitent des sites de reconnaissance naturelle. Et donc, reconnaissant ces signaux, comme dans l'organisme naturel, les cellules vont s'organiser en fils, en tissus, en couches, en bicouches, grâce à ces signaux qui sont dans le matériau synthétique.
Et donc, vous voyez là qu'il y a une sorte d'association, de complémentarité entre les matériaux de synthèse et les matériaux biologiques qui permet de manière programmée de faire croître des cellules à des fins que les chercheurs souhaitent avoir dès le début. Par exemple, reconstituer des nerfs. Les chercheurs ont réussi à ressouder des nerfs, à les faire recroître en réalisant un pontage avec ces matériaux intelligents entre deux structures nerveuses. Les cellules ont repoussé et ont reconduit la conductibilité entre des nerfs. Voilà quelques exemples de l'ouverture des nouveaux secteurs vers lesquels vont ces matériaux intelligents. Alors maintenant, je vais passer à une phase de ma conférence qui va être encore plus illustrée, parce que nous pénétrons dans un monde sans doute encore moins connu, dans l'infiniment petit, dans le monde du nano plutôt que du micro, et puis nous allons assembler ces nano-éléments, ces nanoparticules, ces nanostructures en éléments de plus en plus complexes, capables de traiter l'information, capables de réagir à des signaux. Nous allons ensemble vivre cette expérience, mais là je vais être obligé de vous le montrer en images, parce qu'on ne peut pas le décrire avec des mots, même avec des gestes. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est que ces nouveaux modèles et ces nouveaux outils s'inspirent de plus en plus de la biologie. Les travaux faits sur la compréhension de la structure des membranes, sur le rôle des protéines, de l'ADN, des polysaccharides, des lipides, qui sont les matériaux de construction fondamentaux du vivant, sont de mieux en mieux connus, ainsi que les micromoteurs moléculaires, ceux qui agitent les flagelles, les machines moléculaires, comme les ribosomes, qui permettent d'assembler les protéines, que l'on peut aujourd'hui copier. Après tout, les microtubules, les ribosomes, ces moteurs de flagelles, sont autant de micro-machines, et avec des nouveaux outils et des nouvelles techniques, on va pouvoir les copier et s'en inspirer. Il y a quelques années, il y a 20 ans pratiquement, je m'étais dit qu'il fallait inventer un nom pour une nouvelle discipline qui résultait effectivement du mariage de la biologie et de l'informatique dans des nouveaux matériaux. Biologie, informatique, biomatique, biotique. J'ai inventé la biotique. Et ce terme de biotique, que j'ai créé ici, pour illustrer maintenant l'avenir de ces matériaux intelligents, il va intégrer ces technologies que vous voyez ici, la chimie supramoléculaire, les nanotechnologies, la bioélectronique et ce que j'appelle la biotique. Qu'est-ce que c'est que la biotique? Donc ce terme que j'ai formé, donc ici je vous ai sorti quelques articles, vous trouverez toutes les références bibliographiques sur mon site web, bien entendu, ils seront dans tous les textes que vous recevrez. J'ai en juillet 81 écrit un article dans la revue La Recherche, donc il y a 19 ans, qui parlait des biotransistors, la microélectronique du XXIe siècle. Dans l'expansion, j'ai écrit un article sur la biotique qui est ici en sous-titre, c'est peut-être petit pour le lire, vers l'ordinateur biologique. Biologie, informatique et automatique, l'essor de la biotique, dans Futurible, La Jaune et la Rouge, la revue de Polytechnique, qui m'a valu beaucoup de courriers, qui a suscité beaucoup de discussions. Et ici, dans Biofutur, l'entrée dans l'ère des machines moléculaires. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la biotique, à mon avis, va être au cœur de la révolution des matériaux du XXIe siècle. C'est la possibilité d'inscrire dans des matériaux intelligents certaines des propriétés de la biologie et certaines des propriétés de l'informatique. C'est une discipline qui va jouer un rôle de plus en plus important dans les capteurs, dans les biocapteurs, dans la transmission d'informations du cerveau vers les machines, et je vais essayer de vous en donner quelques illustrations. Donc, cette démarche traditionnelle a consisté principalement à miniaturiser ce que nous connaissions en enlevant de la matière. C'est la démarche traditionnelle qui a consisté à fabriquer des microprocesseurs par la technique de photolithographie optique qui consiste à éliminer de la matière par des acides, on enlève. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot chip en anglais, chip qui dit une puce, c'est aussi le mot qu'on utilise pour les éclats de silex des hommes préhistoriques. A chip. Le silex a été taillé, on a enlevé de la matière pour faire des flèches, des couteaux. Donc chip, on a enlevé de la matière pour faire des chips dans les deux sens du terme. Et maintenant, avec les nanotechnologies, on va produire des matériaux intelligents en ajoutant de la matière. Mais pas en ajoutant n'importe quoi, en ajoutant de la matière en connaissant les propriétés physiques et chimiques des molécules pour qu'elles s'auto-assemblent dans des structures de plus en plus complexes, par ajout plutôt que par élimination, du bas vers le haut, bottom-up, comme disent les Américains, plutôt que top-down. On va construire des assemblages supramoléculaires en connaissant les propriétés. C'est un changement fondamental dans la chimie du futur. Nous allons mettre en œuvre les règles d'auto-organisation, nous allons pouvoir fabriquer des couches minces
Je vous donne un exemple, j'adore le nom, je suis chimiste, hein, je ne peux pas m'empêcher de parler de molécules. Les couches de Langmuir-Blodgett. Langmuir et Blodgett étaient deux chimistes des années 30-40 qui ont inventé ces couches minces où, grâce à des structures très sophistiquées, on peut assembler des couches hybrides qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans l'électronique moléculaire. Grâce à ces moyens d'assemblage supramoléculaire, des chercheurs dans le monde fabriquent ce qu'on appelle des nano-assembleurs, un peu comme le ribosome, des moteurs moléculaires capables d'assembler d'autres structures plus complexes. Ils fabriquent des nanorobots, des espèces de petits moteurs capables de se déplacer et d'aller exercer un certain nombre de fonctions, des nanomachines, des chaînes de montage moléculaire, où un de ces assembleurs effectue une fonction, l'autre une autre, et à la sortie, on a un produit semi-fini. Nous allons le voir quand je vais vous parler des outils des nanotechnologies, dont le microscope à effet tunnel, le microscope à force atomique, et surtout les MEMS et les nanolaboratoires que je mentionne ici, sur lesquels nous allons revenir en images dans un instant. Les MEMS étant des micro-usines miniatures formées selon ces techniques que je viens de décrire, et les nanolaboratoires, des laboratoires qui tiennent à peine sur un ongle. Donc, tout ceci conduit progressivement à ouvrir la voie à des matériaux intelligents capables de traiter l'information, capables de stocker l'information dans des mémoires, capables d'agir comme des registres, des commutateurs, des fils moléculaires. C'est l'essor de l'ordinateur du futur. Le silicium est limité. L'arsénure de gallium, tous les semi-conducteurs d'aujourd'hui sont limités. On ne peut pas graver plus petit. Il va falloir donc partir du moléculaire pour arriver à des compacités, des tailles que nous n'avons jamais encore atteintes aujourd'hui. Ce sont les composants de synthèse de l'électronique moléculaire de demain, qui ont des avantages considérables par rapport aux semi-conducteurs classiques. Ils peuvent être assemblés de manière tridimensionnelle, avec des matériaux de synthèse, sur mesure, des propriétés sur mesure. Ils peuvent être miniaturisés jusqu'à adopter la structure biologique, s'interfacer avec des systèmes vivants, puisqu'ils sont biocompatibles. Donc l'électronique moléculaire, qui est née dans les années 70, j'ai eu beaucoup de chance d'assister aux tout premiers séminaires, conférences, laboratoires dans ces années-là aux États-Unis, est née là. C'est l'idée de fabriquer des microprocesseurs, des fils, comme je le disais, des assemblages et des circuits, comme on le fait aujourd'hui avec les semi-conducteurs, mais de synthèse. Alors, je parlais tout à l'heure de la miniaturisation, de la densité. Je vous donne un chiffre. Ces assemblages supramoléculaires dans le vivant permettent de compacter jusqu'à 1 million de milliards d'éléments de construction par millimètre carré. 1 million de milliards d'éléments de construction par millimètre carré. Alors qu'aujourd'hui, les meilleures techniques de la microélectronique moderne atteignent à peine 1 million d'éléments par millimètre carré. Grâce au génie génétique, grâce aux nanotechnologies, il devient possible, et de nombreux laboratoires, vous trouverez les références bibliographiques dans mes écrits, ont été capables d'assembler les morceaux de ces circuits moléculaires du futur. Leur idée, c'est de faire croître un circuit capable de traiter l'information comme un cristal, un transistor en plastique en quelque sorte, et des circuits en plastique. Pour cela, il faut pratiquer une technique qui consiste à d'abord fabriquer des commutateurs moléculaires capables de commuter l'information. Je cite les noms de deux célèbres électroniciens moléculaires qui sont James Tour de la Rice University et Mark Reed de Yale, qui ont réussi, et il y a un numéro spécial du Scientific American qui leur est consacré, à fabriquer ces commutateurs. Il faut interroger ces commutateurs, il faut mémoriser l'information, monter les commutateurs, les mémoires et les fils moléculaires dans des structures organisées en différents niveaux, et enfin être en mesure de réparer ces circuits. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais c'est 2010, 2015, 2020, c'est l'électronique du futur. Voilà un peu ce que je voulais vous signaler dans ce secteur passionnant des matériaux intelligents appliqués à l'électronique du futur. Mais restons dans ce secteur très spectaculaire pour parler d'une autre forme de matériaux intelligents qu'on appelle les textiles intelligents. Les textiles intelligents, ce sont des matériaux qui sont faits de polymères capables de changer de couleur, capables de modifier leurs conditions physiques ou chimiques en fonction de sollicitations venant de l'extérieur. Par exemple, pour des tenues de sport, pour du camouflage, pour la mode. Et de plus en plus, vous allez le voir, nos vêtements vont en quelque sorte être un peu comme une seconde peau sur notre corps. Et je vais là aussi vous donner des exemples. Ces fibres peuvent être sandwichées, si vous permettez cette expression, avec des microcapsules qui vont libérer quelque chose, du parfum, en fonction du mouvement du corps,
tuer les bactéries si elles sont trop dangereuses, réagir à la température, à la lumière. On a vu déjà au Japon des pullovers et des serviettes de toilette à parfum contrôlé. Des gens sont en train de même travailler sur des vêtements qui vont émettre des parfums en fonction de l'émotion de la personne qui la porte. Alors, ce sont des textiles qui vont changer globalement leur couleur ou leur fonction selon la température. Mais on peut aussi fabriquer des textiles intelligents qui vont changer localement de couleur à la suite d'un faible courant électrique ou d'informations transmises par des biocapteurs portés dans ces tissus. Par exemple, imaginez un t-shirt qui porte une surface faite de ces fameux polymères qui, comme un écran à cristaux liquides d'ordinateur, va pouvoir changer son affichage. Et donc, vous avez une inscription « Vive l'UTLS ». Puis si vous n'avez pas aimé la conférence, vous sortez, c'est écrit « l'UTLS, c'est pas bien ». Bon, l'inscription change en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors imaginez ce que ça représente pour le camouflage. Tous les militaires sont passionnés par ça. Je vais quand même remettre ça parce qu'il n'a pas l'air d'aimer. Ah oui, il préfère ça. Attendez, je vais revenir sur la diapo en arrière parce que je ne veux pas trop dévoiler ce que je vais vous montrer quand même. Voilà. Donc je ne vais pas mettre d'écran noir parce que le projecteur n'a pas l'air d'aimer ça. Donc le camouflage. Vous avez une tenue de combat qui est tissée de ces polymères capables de changer de couleur. Vous avez dans les coutures, sur les épaules et derrière, des mini-yeux, comme des webcams, hein, des toutes petites caméras de télévision, capables de capter et de transmettre par des fibres optiques en interne l'environnement dans lequel se trouve le fantassin. Eh bien, le fantassin devient un caméléon. Dans le désert, son vêtement va être jaune, dans la neige, il sera blanc, et dans une forêt, il sera bariolé. Donc voilà un peu ce que sont ces textiles intelligents, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin et fabriquer des robes. Olivier Lapidus a pris 300 brevets dans ce secteur, des robes qui vont changer de couleur, changer d'ornement, changer de style en fonction de l'ambiance dans laquelle la personne va se trouver. Il s'agit d'une ambiance techno ou si on danse la valse, la robe n'a pas la même couleur, elle n'a pas les mêmes ornements. Ça peut être très révélateur et très dangereux, remarquez. Mais moi, je trouve qu'il y a des applications plus intéressantes pour la médecine et pour le sport. Ce sont des t-shirts ou des vestes qui existent déjà. J'en ai trouvé plusieurs grâce à l'équipe de veille technologique de la Cité des Sciences représentée dans cette pièce d'ailleurs. Nous avons pu détecter des entreprises américaines comme Sensatex.com, Liveshirt.com, Body Media qui fabriquent des t-shirts. Les voici. Non, c'est pas ça. Juste avant ça, comme je vous ai promis un diaporama, je voudrais vous montrer, je vais vous montrer le t-shirt. Je voudrais vous faire un petit tour de ces matériaux extraordinaires utilisant les techniques d'assemblage molécule par molécule. C'est juste quelques diapos que je vais passer très vite. Ici, c'est du xénon qui écrit IBM sur des couches de nickel. Ici, c'est un petit bonhomme fait avec de l'oxyde de carbone sur des couches de platine. Vous voyez, on peut manipuler la matière point par point. Ici, c'est ce que j'ai appelé le stade des atomes, c'est du fer sur du cuivre. C'est très beau, en plus de ça, hein, c'est carrément une œuvre artistique. On peut, avec des nanomanipulateurs, comme ici à l'université de UCLA, non seulement voir en réalité virtuelle cette matière infime qu'on est en train d'usiner, mais agir sur elle avec le microscope à effet tunnel ou le microscope à force atomique, donc atome par atome. La pointe permet de manipuler et de bouger les atomes. On peut donc utiliser un nanomanipulateur en voyant sur des surfaces grandies des millions de fois, beaucoup plus qu'au microscope à balayage, ce qu'on est en train de faire. On peut fabriquer toutes sortes de matériaux assemblés dans des structures de plus en plus complexes. Donc c'est ce que je disais quand je parlais des structures supramoléculaires. Fabriquer des nanotubes qui vont servir à la fois pour stocker l'hydrogène de nos futures voitures à pile à combustible, assurer la conductibilité dans l'électronique moléculaire, même des roulements à billes moléculaires, même des moteurs moléculaires, qui a été réalisé ici par Ross Kelly et son équipe. Donc voilà un peu ce que je disais tout à l'heure, voilà l'illustration de cette manipulation atome par atome, molécule par molécule pour construire des micromoteurs, des micromachines s'inspirant des systèmes vivants. Alors les t-shirts, et voilà. Alors ces sociétés fabriquent donc des t-shirts ou des vestes qui sont bardés de polymères conducteurs, de capteurs, de biocapteurs qui vont détecter la respiration, les battements cardiaques, la tension artérielle, la transpiration de la peau, l'oxygénation de la peau, et donc pouvoir transmettre un boîtier porté à la ceinture, tout petit boîtier, qu'ensuite on va télécharger chez soi sur son ordinateur pour aller sur Internet, pas pour dire coucou, regardez comme je suis en forme, non. Peut-être il y a des gens qui vont faire ça, mais pour que votre médecin ou votre entraîneur sportif puisse aller avec un mot-clé, évidemment, codé sur ce site et regarder les conditions dans lesquelles vous êtes en train d'évoluer. Voilà comment ces textiles intelligents vont être aussi des outils de communication
avec le monde dans lequel nous entrons. Maintenant, j'aborde donc la dernière partie de mon exposé qui concerne les matériaux intelligents construits et assemblés en microstructures. C'est-à-dire eux-mêmes vont constituer des micro-usines, des micro-laboratoires, voire des ordinateurs fondés sur ces propriétés des matériaux intelligents. Et là encore, de plus en plus, la biologie va jouer un rôle important. On sait que l'ADN, on l'a découvert très récemment, ça date de l'année dernière. L'ADN est un fil moléculaire. Les solitons peuvent circuler à l'intérieur de l'ADN et agir à un autre endroit. L'ADN peut traiter de l'information, comme je vais le montrer. On a réussi à intégrer de manière de plus en plus étroite des matériaux intelligents et des matériaux de synthèse, des matériaux biologiques avec lesquels ils s'interfacent pour fabriquer des biopuces implantables, capables de traiter un certain nombre de fonctions déficientes dans le corps, des rétines artificielles, des auditions artificielles, des pompes permettant de libérer des produits. Et donc nous allons vers des puces implantables, biocompatibles, nous allons vers des pilules intelligentes, capables de libérer à des moments donnés des substances pour le corps, nous allons vers des nanolaboratoires permettant de tester des milliers, voire des centaines de milliers de molécules dans la journée. Voilà un nanolaboratoire fabriqué par une société américaine qui s'appelle Caliper Technology. Voilà la taille d'une pièce de 50 centimes environ. Vous avez ici une puce fabriquée avec les techniques des microprocesseurs dans laquelle vont circuler des molécules, se mélanger ici, on fait rentrer des réactifs, il y a une sorte de course-poursuite entre les molécules, on va les détecter par un laser à la sortie. Et vous voyez ici les chiffres, des capillaires de 80 microns, des volumes de quelques picolitres, on n'est même plus dans les nanolitres, on est dans les picolitres, des débits de 1 nanolitre par seconde, une séparation de molécules en 100 millisecondes, et tenez-vous bien, 500 000 tests de molécules nouvelles par jour. Ce qui va révolutionner les analyses biomédicales, les tests de produits chimiques dans les laboratoires de demain. Voilà ce qu'est un nanolaboratoire. Je vais vous donner les exemples progressivement, mes 3 exemples. Des puces implantables, les micro-usines programmées et les biopuces à ADN. Voilà ici maintenant une biopuce hybride qui a été fabriquée par Boris Rubinsky et son équipe de Berkeley. Il a utilisé du silicium et des cellules vivantes. Et il fait se parler le silicium et les cellules vivantes. Et grâce à un ordinateur, on va dicter à ces cellules vivantes l'ouverture de micropores biologiques dans lesquels on va faire pouvoir rentrer des produits chimiques. Et on sait quand la cellule a répondu. Elle devient, pour ceux qui connaissent l'électronique, une diode. La cellule devient comme une diode. Elle va pouvoir donner un signal en recevant un signal. Et donc c'est la première fois au monde qu'on a réussi à hybrider, j'appelais ça le biotransistor, rappelez-vous déjà dès 1981, des cellules vivantes et des puces électroniques. Pour faire quoi? Eh bien, ça permettra, par exemple, et de nombreux brevets ont été pris dans ce domaine, de faire passer de manière sélective des substances anticancéreuses dans des cellules et pas dans d'autres, pour pouvoir les traiter et les tuer sélectivement sans abîmer d'autres cellules. Ces biopuces vont permettre une communication de plus en plus directe du cerveau des hommes vers les machines. Et là, on commence à rentrer dans un domaine assez angoissant, bien entendu, auquel il va falloir réfléchir avec des barrières éthiques et philosophiques profondes pour savoir où nous allons. On a réussi à fabriquer des neurochips. Des chercheurs ont pu faire pousser des neurones sur du silicium, sur des microprocesseurs, et même à forcer ces axones à se conduire comme s'il s'agissait d'un circuit électronique en utilisant les matériaux intelligents dont je parlais tout à l'heure, qui forcent les cellules à aller dans une direction et pas dans d'autres, et à créer des circuits neuronaux capables de communiquer avec des circuits électroniques. On a même pu faire à des neurones un calcul binaire qu'on a pu interpréter par un ordinateur. Donc vous vous rendez compte à quel point les chercheurs sont arrivés à un niveau d'intégration assez extraordinaire. Et puis, à un niveau de complexité supérieur, on intègre et on intègre encore plus, nous arrivons vers des véritables usines, de véritables machines qu'on appelle des MEMS, M-E-M-S. Ça veut dire Micro-Electromechanical System. Des MEMS, ce sont des microprocesseurs, mais en fait, ce sont des mini-labos, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, minuscules, la moitié de la taille d'un ongle, quelques millimètres carrés, celui-là doit faire 2 mm sur 6 ou 7. Et ici, j'ai représenté des molécules qui entrent en un bout, qui se mélangent, qui sont traitées, séparées, triées, assemblées, élément par élément, des véritables usines qui permettent de fabriquer, par exemple, des capsules programmées pour libérer des substances à distance. On savait depuis quelque temps fabriquer des gels en couches d'oignon dans lesquels on va mettre des médicaments.
Et sous l'effet d'un courant électrique très léger amené par un biocapteur, ce gel se dissout dans l'eau et donc libère le médicament. Puis ensuite, la deuxième couche se libère et libère le médicament. Et ainsi, progressivement, ces gels sont capables de libérer pendant une année, pendant 6 mois, des produits chimiques en évitant les surdosages lorsqu'on prend une pilule ou un produit. Eh bien, le professeur Eric Langer, L-A-N-G-E-R, qui est un pionnier dans ces domaines, a breveté ce qu'il a appelé la pilule intelligente. C'est un MEMS implantable sous la peau, comportant des quantités de petits trous dans lesquels on met des produits thérapeutiques très puissants. Le trou est bouché par un gel et selon les informations qu'un biocapteur va donner à cette pilule intelligente, le gel va se dissoudre et libérer in situ les produits. Administration d'insuline, administration de produits antidouleurs, régulière, contrôlée et dosée. Bien sûr, vous avez entendu parler des biopuces. Les biopuces à ADN, c'est un matériau intelligent. Les biopuces, c'est la possibilité de diagnostiquer des virus, des bactéries, des gènes, grâce à l'ADN qui a cette propriété de s'hybrider pour donner la double hélice d'ADN. Alors je vais vous montrer comment marche une biopuce. Voilà ce que c'est. Ici, vous avez une petite pastille sur laquelle on va greffer des morceaux d'ADN, des chaînes d'ADN avec le fameux code génétique, toutes différentes, AGCT, TTCA, GCTT. Chacun des codes correspond à un morceau de gène d'une bactérie qu'on veut identifier, d'un virus qu'on veut identifier ou d'un gène humain que l'on veut identifier. Donc, avec ces biopuces, on va pouvoir identifier quelque chose. Comment? Ça, c'est monobrin. Alors, vous savez que l'ADN cherche à s'apparier en bibrin, en double brin. Voilà un ADN inconnu. On va le couper en rondelles de saucisson avec des enzymes. Chaque élément inconnu, on va lui attacher une étiquette fluorescente. Ensuite, on va entraîner et laver ces fragments d'ADN étiquetés sur la biopuce, comme je l'indique ici. Ils vont arriver sur la biopuce, certains vont passer sans s'accrocher, et d'autres, qui contiennent le code complémentaire de celui de la bactérie, du virus ou du gène qu'on veut identifier, vont s'y accrocher, mais en s'y accrochant, ils vont apporter leur étiquette fluorescente. Et donc, en certains endroits de la puce, comme à la bataille navale, A1, B2, C3, on voit s'éclairer un endroit, et comme on sait que c'est là qu'on a mis le gène de la salmonelle, du sida ou de la maladie ou une maladie du cancer du sein, eh bien, on va identifier que le gène inconnu est bien celui-là. Donc, les biopuces sont une véritable révolution dans le diagnostic médical à des coûts qui vont être beaucoup plus bas et permettre toutes sortes d'applications. Autre révolution des matériaux intelligents, et là vous allez en entendre parler sûrement dans les 5 à 10 ans qui viennent, c'est ce qu'on appelle les tâches quantiques, les quantum dots en anglais, quantum dots. Ce sont des nanoparticules de quelques nanomètres, mais qui ont une propriété extraordinaire. Ces nanoparticules vont émettre de la lumière en fonction de leur taille. Celles qui font 2 nanomètres émettent dans le vert, celles qui font 3 nanomètres émettent dans le bleu, celles qui font 10 nanomètres émettent dans le rouge. Et ça donne ça. Des nanoparticules intelligentes. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça sert à ce qu'en les mettant en grappe, ces nanoparticules, comme une grappe de raisin, vous pouvez y raccrocher, comme la tige de la grappe de raisin, un espèce de velcro moléculaire, et accrocher à cette étiquette, beaucoup plus sensible, beaucoup plus costaud que les étiquettes fluorescentes qu'on utilise aujourd'hui, des protéines ou de l'ADN. Et ainsi, nous allons être capables, au microscope, de suivre dans la cellule les processus vivants en les voyant grâce aux quantum dots. Et déjà, de nombreux chercheurs sont en train d'utiliser des quantum dots pour étudier les 3 milliards de bases du génome humain grâce à ces systèmes de diagnostic. Alors, j'en arrive à la fin avec deux applications des matériaux intelligents tout à fait intéressants pour le futur, qui sont le bioordinateur à ADN et les mémoires de masse faites avec des protéines issues du vivant. Alors d'abord, quelques mots là-dessus. Le bioordinateur à ADN, l'idée a été lancée par Leonard Haldeman, mathématicien célèbre, dans un article de 1994, vous voyez, c'est assez récent, publié par l'Université de Californie. Il a eu l'idée d'utiliser la molécule d'ADN pour résoudre le problème du voyageur de commerce. Autrement dit, comment passer par 7 villes différentes en passant une seule fois dans la même ville, dans la ville sans jamais repasser dans la même, et en fonction de contraintes, on n'a pas le droit d'aller de telle ville à l'autre, etc. Imaginez qu'on veuille aller de Chicago à Boston, avec Philadelphie, New York, Montréal, et qu'il y a certains vols directs entre Chicago et Boston et pas d'autres. Vous êtes obligé de passer par d'autres villes. Alors on va étiqueter chacune des villes avec un morceau du code génétique. Chicago, ça va être ATT, GCT, qu'on synthétise à la machine. Boston, ça va être GCA-ATC. Et puis, on va créer un connecting flight. Comme vous le savez, il existe des velcro biologiques qui vont permettre de reconnaître la partie GCT et CGA de la fin de Chicago et du début de Boston
par un petit oligonucléotide qui lui s'appelle CGA, CGT, rien à voir d'ailleurs avec les CGA, CGT. Et donc, en collant ce petit morceau de velcro, on va accrocher Chicago et Boston. Bon, ben vous imaginez, vous avez compris le truc. On prend tous les petits morceaux de toutes les villes et de tous les connecting flights, on secoue ça dans un tube à essai, et une molécule d'ADN va avoir la solution du problème du voyageur de commerce. À condition qu'on sache éliminer ceux qui commencent pas par la bonne ville, ceux qui finissent pas par la bonne, ceux qui sont trop longs, ceux qui sont trop courts, et ça, c'est des techniques qui prennent une semaine. Et Haldeman se les a toutes tapées, si j'ose dire, avec des laboratoires de biologie moléculaire et enzymatique. Vous allez me dire à quoi ça sert, c'est trop long. Certes, mais avec les nanolabos dont je vous ai parlé, qu'on met en parallèle, il y a 40 labos là-dessus dans le monde, on va pouvoir faire cette manip de l'ADN en parallèle de traiter des informations d'une complexité inouïe que les ordinateurs séquentiels ne parviennent pas à faire. Ça restera complémentaire de l'informatique classique, mais c'est une des grandes applications du futur. Mémoire de masse. Les protéines sont capables de stocker de l'information. Il y en a une en particulier qui s'appelle la bactériorhodopsine, donc apparentée au pigment qui est dans nos yeux, qu'une bactérie utilise pour stocker de l'énergie. La bactériorhodopsine, elle va changer de couleur en fonction des photons qu'elle absorbe. La voilà. Et les chercheurs utilisent les techniques de génie génétique pour geler dans une application une forme de la protéine et dans une autre forme, et ainsi passer de l'une à l'autre en fonction d'un changement de couleur. Donc vous avez compris, on attribue 0 à l'un, 1 à l'autre, on met ces protéines en couche mince, et dans 1 millimètre cube de ces protéines, on stocke 100 000 à 1 million de fois plus d'informations que dans les ordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui. Vous voyez un peu comment, progressivement, j'ai essayé avec vous d'évoluer de ces matériaux intelligents de base à des structures de plus en plus complexes qui font quoi? Eh bien, en les mariant entre elles, par exemple des textiles intelligents et des systèmes de traitement de l'information, on va fabriquer des vêtements communicants. Des vêtements communicants qui vont nous permettre d'utiliser non plus seulement des ordinateurs portables et des téléphones portables, mais des ordinateurs métables et des téléphones métables. Au lieu d'enfermer l'ordinateur dans des structures de plus en plus petites, dans des boîtiers de plus en plus petits, on va ouvrir les boîtiers. Et tous les circuits électroniques, on va les coudre dans ces textiles intelligents. Et donc de plus en plus de labos travaillent dans le monde aux ordinateurs métables, aux téléphones métables. Nous arrivons à cette technologie des wearable computers, des computers portables. Et ainsi, grâce à cette discipline émergente que j'ai appelée en 81 la biotique. Merci Joël de Ronet. Donc les premières questions. Monsieur, là, vraiment sur le côté. Oui, vous m'entendez, oui. Voilà. L'immortalité humaine. C'est un sujet dont on parle dans les laboratoires, sur lequel on travaille depuis 40 ans. Maintenant, les médias le découvrent. Le Monde, l'autre jour, a traduit l'article de Nature pour expliquer un peu ce qu'on fait. Bon, il y a le problème du vieillissement qui est à la base de tout ça. Le problème du vieillissement, ce sont les télomères des cellules. On a utilisé les requins, les saumons du Pacifique ne vieillissent pas parce que leurs télomères ne bougent pas. Tandis que toutes les autres espèces, leurs télomères diminuent et on meurt quand on est au bout. Alors, ces télomères, on peut faire agir... On ne va pas refaire un cours sur les télomères. Posez vite votre question parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en poser. Je vous promets de vous répondre. Une protéine, la télomérase, agit. Oui. Est-ce qu'il y a vous pouvez nous donner, comme vous êtes en rapport avec toutes les études qui se font, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine des télomérases au point de vue artificiel, par exemple? Absolument. Alors, la télomérase, je rappelle, c'est donc, les télomères sont des morceaux non codants qui s'ajoutent à l'ADN. Chaque fois que la cellule se divise, le télomère est coupé comme une bougie dont la mèche brûle au fur et à mesure. Quand tout le télomère est coupé, la cellule meurt. La cellule cancéreuse a une enzyme, la télomérase, qui rajoute des morceaux de télomère et donc elle est immortelle. Et la cellule cancéreuse vous tue parce que ça devient un organisme qui se développe chez vous et vous êtes mortel à cause de cette tumeur. Donc l'idée, c'est de créer des cellules immortelles grâce à la télomérase, évidemment. Mais la télomérase, elle sert quand même à quelque chose. La télomérase, elle sert dans les cellules souches, elle sert dans les cellules reproductives du corps, elle sert dans les cellules génétiques. Et donc on ne peut pas mettre, pour lutter contre le cancer, des antitelomérases. On ne peut pas mettre des antitelomérases sans vraiment savoir ce que ça va faire. Cette notion de l'immortalité, elle est passionnante, elle est fascinante, on la poursuit depuis très longtemps. Il faut aussi penser que la mort est nécessaire à la vie. La mort recycle les composés, recycle les éléments, et la mort est nécessaire à la vie.
Et par ailleurs, on peut aussi penser, puisque vous avez commencé votre question sur l'immortalité, que le génie tissulaire, qui va consister de plus en plus à fabriquer des cellules pluripotentielles par clonage ou par prélèvement sur la peau, en les transformant de cellules différenciées en cellules pluripotentielles, qui évitent les problématiques du clonage, ces cellules pluripotentielles peuvent être redirigées vers toutes sortes de cellules du corps, des neurones, des cellules du muscle cardiaque. Donc on peut imaginer un être vivant, dans 10 ans, dans 50 ans, plutôt dans une cinquantaine d'années, qui serait fait de pièces ajoutées ou d'organes remplacés en permanence. De même qu'un avion que vous prenez est un avion qui date peut-être de 1985, mais il est nickel neuf, en principe, parce que tous les éléments de l'avion ont été remis à neuf tout le temps. Eh bien, on peut imaginer une espèce de forme de prolongation de la vie très loin, jusqu'à 140 ans, 150 ans, par remplacement grâce à ce génie tissulaire de pièces du corps. Quant à la télomérase, je ne suis pas encore très sûr qu'on va pouvoir manipuler de manière intelligente cette télomérase pour vieillir moins vite. Une question là-haut, levez-vous, merci. Je voudrais signaler comme exemple de matériaux intelligents les tableaux artistiques intelligents que nous allons présenter au Salon d'automne la semaine prochaine au vernissage, vendredi 13 octobre. Merci monsieur, mais posez votre question s'il vous plaît. Bon, il y a des sculptures aussi en matériaux intelligents. La question que je voudrais poser, et jusqu'à présent les matériaux intelligents sont artificiels, est-ce que vous pensez qu'il existe actuellement des matériaux qui pourraient être reproduits biologiquement ou dans l'avenir, est-ce que vous pensez que ce sera possible? Les matériaux biologiques sont intelligents au sens où je les ai décrits tout à l'heure. Une protéine, prenez une protéine comme prenez une enzyme. Une enzyme possède des sites actifs, des sites de détection d'activateurs ou d'inhibiteurs. Donc elle est capable de reconnaître des signaux moléculaires. N'oubliez pas que dans le monde des molécules, l'information est portée par la forme. Donc la forme d'une molécule va être reconnue par un site de l'enzyme, l'inhiber ou l'activer. Par ailleurs, cette enzyme elle-même, elle a un site où elle va agir sur certaines molécules, par exemple pour les cliver. Il y a des enzymes, comme le lysozyme par exemple, qui vont couper d'autres molécules. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une machine moléculaire qui coupe d'autres molécules, qui reçoit des signaux, qui les intègre, qui les compare. Donc, partez du principe que les biomatériaux naturels sont des matériaux intelligents. Et nous essayons maintenant, grossièrement, de les copier, de nous en inspirer pour assembler des hybrides entre des matériaux de synthèse et des biomatériaux. Une question sur le côté. Oui, bonsoir monsieur, vous m'avez beaucoup intéressé. Je vais vous poser des questions pratiques. Mon père a eu il y a 3 semaines une attaque cérébrale et moi je vais vous poser une question. C'est à cause d'un caillot qui maintenant est transformé en nécrose. Alors bonjour, angoisse pour lui. Je voudrais vous poser 2 questions par rapport à ça. D'abord, est-ce qu'il est possible de fabriquer, grâce aux biomatériaux, refaire le tissu des nerfs? Vous en avez parlé. Et donc, au niveau de la nécrose, ça serait, à mon avis, possible, d'après ce que vous avez dit. Et deuxièmement, je voudrais savoir si vous pourriez, pour moi, s'il vous plaît, revenir sur la possibilité de construire les molécules qui peuvent lutter contre les caillots. D'accord. Autre chose que par les anticoagulants. Merci. Ok. Monsieur. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut régénérer une partie nécrosée par suite d'un caillot? Prenons un exemple, celui du cœur. Prenons l'exemple des myofibrilles musculaires qui constituent le muscle cardiaque. Vous savez que s'il y a un infarctus, une artère coronaire est bouchée et donc elle ne peut plus irriguer le muscle, les cellules se nécrosent et meurent. Même si on récupère de son infarctus, cette partie du cœur qui a été nécrosée va pomper mal. Et donc il faut la réparer. Alors on peut faire des bypass, des pontages qui vont réoxygéner. Il y a d'autres techniques de génie génétique tout à fait passionnantes qui consistent à faire en sorte que la recapillarisation se produise de manière naturelle et re-irrigue les circuits, les tissus nécrosés. Mais, pour répondre à votre question, effectivement, de nombreux laboratoires dans le monde, et c'est le domaine tout à fait passionnant du génie tissulaire, de ce qu'on appelle embryonic stem cell en anglais, c'est d'utiliser des cellules pluripotentielles, donc des cellules embryonnaires que l'on cultive. On ne savait pas les cultiver il y a 2 ans. Il faut partir de ce principe. On ne savait pas cultiver des cellules embryonnaires humaines il y a 2-3 ans. On sait maintenant le faire. Donc on peut avoir une usine à cellules embryonnaires que l'on sait rediriger vers le tissu que l'on souhaite. Pas tous. On sait refaire, disons, 5 ou 6 tissus fondamentaux. Et donc, refabriquer du muscle cardiaque, tout le monde travaille là-dessus. Et l'idée, ce serait effectivement de prendre des cellules d'une personne, des cellules spécialisées, par exemple l'épithélium buccal ou l'épithélium de la peau, de les transformer en cellules pluripotentielles, donc les faire régresser en cellules embryonnaires, les cultiver en attendant qu'on en ait besoin,
Et lorsqu'on en a besoin, on les redirige en cellules du muscle cardiaque, si la personne a un infarctus, et on lui réimplante ses propres cellules cardiaques toutes neuves. Donc voilà une réponse à votre question. Deuxième question, peut-on dissoudre des caillots autrement par des anticoagulants? Oui, il y a des enzymes qu'on peut amener in situ, comme la TPA par exemple, Tissue Plasminogen Activator, qui sont des enzymes qui vont aller, des peptides, détruire le caillot, le liser à l'endroit. Mais on va même plus loin. Alors là, ça va vous paraître vraiment de la science-fiction, mais je vous promets que c'est très sérieux. Il y a beaucoup de labos que je connais qui travaillent là-dessus. J'ai parlé tout à l'heure des nano-assembleurs, des nanorobots. Ces petits moteurs moléculaires miniatures qu'on va pouvoir diriger à l'intérieur du corps. Il y a plusieurs laboratoires au Japon et en Californie qui sont en train de travailler sur des sortes de petits missiles qui vont aller à l'intérieur du corps, dans les veines, dans les artères, dirigés de l'extérieur ou autodirigés, capables en quelque sorte d'exercer un effet mécanique pour fraiser les artères et les remettre en bon ordre, ou détruire les caillots qu'ils vont trouver, un peu comme dans Goldfinger, vous savez, le truc qui arrive et qui mange les satellites qui mangent les autres. C'est ce genre de choses auxquelles les gens pensent. Donc vous voyez, ça c'est un peu plus loin, c'est plutôt d'à 10-15 ans, mais on est dessus. Voilà la réponse à votre question. Performance des biomatériaux. Comment fonctionne la recherche? Je veux dire par là, est-ce que quand vous avez un cahier des charges, vous cherchez quel est le biomatériau ou les biomatériaux qui conviennent, quel est l'agencement ou les agencements qui conviennent, ou est-ce qu'il y a un tout autre processus dans la recherche? Alors, ce sont des matériaux beaucoup de travail vient de la physique, de la biophysique et de la chimie de base. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance théorique fondamentale. On ne peut pas commencer à faire un mécano-moléculaire si on n'a pas ces connaissances fondamentales de base. Donc, les progrès de ces 50 dernières années en chimie des polymères, en biophysique, en physique du solide, permettent de mieux comprendre les propriétés d'accrochage et d'assemblage. Donc, il y a tout un mécano théorique qu'on connaît. Deuxièmement, il y a l'ordinateur. Sans l'informatique moderne, tout ce que je vous raconte est impossible. L'informatique moderne, c'est un peu comme la conception assistée par ordinateur des voitures ou des machines. Je ne vous raconte pas dans les labos que vous pourrez aller visiter l'usage de l'ordinateur pour simuler les biomatériaux du futur. Donc beaucoup de ces travaux sont faits à partir de simulations sur ordinateur dont les propriétés sont étudiées sur machine avant de les fabriquer par des techniques de nano-assemblage ou par les nanotechnologies. Et puis il y a la découverte empirique, on tombe dessus quelquefois, sans l'avoir cherché. Mais je crois que de plus en plus, il y a une technique programmée qui part d'une base théorique forte, de simulation sur ordinateur et de techniques très puissantes d'assemblage supramoléculaire, dont les nanotechnologies, le microscope à effet tunnel, le microscope à force atomique, les couches de Langmuir-Blodgett sont maintenant des technologies qui permettent de fabriquer des structures hybrides complexes. En France, on a des très bons labos. Jean-Marie Laine, qui a parlé ou qui va parler. Il a parlé. Le professeur Jean-Marie Laine, donc prix Nobel de chimie à Strasbourg, travaille exactement là-dessus, sur des assemblages supramoléculaires planifiés, en essayant de copier des structures biologiques. Monsieur, là. Merci. En fait, la question que je voulais poser correspond à peu de choses près à la question à laquelle vous venez de répondre, pour savoir, en effet, si le chimiste du futur, comment pourrait-on l'appeler? Celui qui s'appelle... le bioticien, le celui bioticien, qui va s'occuper de la biotique. merci, doit-il être également un mathématicien? Vous exprimez qu'il doit être un utilisateur d'informatique. Cela étant, j'ai une remarque et une question donc différentes. La remarque, c'est que j'espère que l'on recherche et que l'on trouvera des biopuces de vêtements qui transforment des hommes de guerre en hommes de paix. Ce serait vraiment un exploit. Merci, je pense que c'est l'avis de tout le monde ici. La deuxième question, c'est-à-dire la vraie question, y a-t-il aujourd'hui un cloisonnement rigoureux entre les laboratoires des pays différents qui ont des domaines de recherche? Communiquent-ils entre eux? Alors sur le premier aspect de votre question, faut-il être mathématicien pour être bioticien ou bioélectronicien ou chimiste des polymères nouveaux, des matériaux intelligents? Ma réponse va être la suivante. Moi, je ne crois pas du tout aux généralistes qui savent un peu tout et qui vont tout toucher dans un laboratoire. Je pense au contraire qu'il faut des spécialités, connaissant bien un domaine, et des mathématiciens, des chimistes, des physiciens, des immunologistes, des microbiologistes. Mais l'art nouveau de cette complexité pluridisciplinaire, c'est comme dans un orchestre où vous avez les gens qui jouent la partition du violon, la basse, etc. Il faut une partition qui permette aux gens de travailler pour un objectif commun. Et l'art du chef d'équipe aujourd'hui, c'est d'arriver à marier les talents et les équipes pour que les gens puissent concourir à une approche pluridisciplinaire d'un problème.
Je crois qu'un mot fort, c'est system design en anglais. On conçoit un système complexe en tenant compte des particularités de chacun. Et donc, je ne crois pas qu'il faille faire 5 ans de mathématiques, plus 5 ans de biologie, plus 5 ans de physique pour être un bioinformaticien. Je ne crois pas du tout. Je pense que des gens qui font aujourd'hui de la bioinformatique, et j'en connais maintenant plein, ce sont des gens qui se sont aussi beaucoup formés sur le tas. Parce que sur le tas, dans des entreprises de bioinformatique ou qui utilisent la bioinformatique pour la génomique, c'est le grand truc à la mode aujourd'hui, ce sont des gens qui ont eu des formations très spécialisées, mais qui se sont peut-être formés en biologie ou en informatique et qui ont appris la bioinformatique en travaillant sur des problèmes précis beaucoup plus vite que pendant 4 ans d'études. Est-ce que ces laboratoires communiquent entre eux? Oui et non. Oui et non. Ils communiquent dans les colloques officiels, sur Internet, dans les revues, quand ils publient. Non, parce que certains de ces domaines sont tellement stratégiques, on a parlé du militaire évidemment, sont tellement stratégiques, la robotique, la médecine de demain, les diagnostics du futur, les biopuces, implantables ou non, les biopuces à ADN, représentent de tels marchés pour toutes ces start-up de la Silicon Valley dans les biotechnologies, que beaucoup de ces laboratoires où des chercheurs universitaires sont partis créer leur start-up, gardent leur secret pour eux. Et ça, c'est pas très bon pour le progrès de la science et de guérir les maladies dramatiques comme Alzheimer, le cancer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de secrets industriels, beaucoup de secrets stratégiques. Si les chercheurs se parlaient plus entre eux et étaient plus solidaires et plus ouverts, les choses iraient beaucoup plus vite. Mais il y a la loi du marché, il y a la concurrence économique et il faut bien tenir compte évidemment de ces contraintes. Une dernière question, monsieur. À partir de votre expérience au niveau systémique, macroscopique, etc., votre longue expérience, est-ce que vous auriez repéré des invariants, des constantes au niveau du comportement ou des attitudes des chercheurs et qui permettraient de faire se développer, disons, la technologie ou la recherche fondamentale dans un sens qui, disons, plutôt réduisent les inégalités, permettent, par exemple, je ne sais pas, concrètement, de faire bénéficier au plus grand nombre, y compris dans les pays sous-développés, l'Afrique par exemple, des nanolaboratoires qui ont l'air fabuleux, mais qui vont peut-être être une nouvelle fois réservés à une petite élite riche. Écoutez, si on regarde le fonctionnement des laboratoires aujourd'hui, universitaires ou industriels dans le monde, il reste fondé sur un comportement hiérarchique, traditionnel, assez pyramidal, avec des chefs de labo, des directeurs de laboratoire, des thésards, des techniciens. Et nous restons encore dans une optique assez analytique et pas suffisamment systémique ou symbiotique d'une équipe humaine. Chacun a sa discipline, nous l'avons dit tout à l'heure en réponse à la question, et finalement c'est l'individualisme qui joue pour la promotion personnelle, pour la publication, pour le prix Nobel, pourquoi pas. Et donc on reste dans un monde très individualiste, très compartimenté, assez cloisonné. Les études de systémique qu'on a fait, les études qui comparent les sociétés d'insectes intelligentes, les fourmis, les abeilles, des multiples agents capables de résoudre des problèmes complexes en travaillant en commun, nous laissent penser que peut émerger des formes d'intelligence collective dans des équipes de recherche, et elles existent, et j'en ai vu, qui vont très très vite dans certains sujets, mais le but c'est d'aller plus vite que le concurrent, le but c'est de publier avant les autres, et effectivement, on assiste à des équipes qui sont un peu organisées comme une organisation neuronale au sens du cerveau, une organisation symbiotique ou systémique, appelez-la comme vous voudrez, tout ça c'est dans mes bouquins en long et en large. J'essaye de voir comment on peut transposer ces structures intelligentes à des structures humaines communicantes. Mais on se heurte aux barrières de pouvoir et aux barrières de l'individualisme et du profit, disons, du marché. Donc si on prend le marché, le pouvoir et l'individualisme, il y a encore des cloisons qui inhibent ce projet vers lequel il faudrait que nous allions. J'ai essayé de décrire dans l'homme symbiotique cette émergence d'une forme d'intelligence collective pour laquelle je trace la voie. Je ne dis pas qu'on va y aller d'une manière optimiste, naïve. Je dis qu'il y a une voie possible. La symbiose, c'est cette voie possible. Sinon, le système va se retourner contre nous et nous oppresser encore plus en tant qu'individus.